J'ai plus trop, je vois pas trop le chat là. Oui, Quand oui, Oui, nous on a l'avons. accès à votre écran. Bon, parfait. Parce que quand il faut que je vois où est-ce que, parce que je vois plus le chat une fois que je suis en diaporama. Bon, donc on va passer très vite sur l'embryogénèse, hein, puisque vous l'avez eu, et on va aller. Le concept de la circulation fœtale, je n'ai pas besoin d'y revenir. Je vous entends pas. Dites-moi si oui ou non, je reviens sur le concept de la circulation fœtale. Bon, je pense que ça va, hein. Ok. Donc, tout ça, vous l'avez eu de toutes les façons. Donc, ça n'a pas. Alors, oui, Pardon? peut-être si vous pourriez revenir un peu au niveau de la, l'adaptation mécanique, au Là, niveau des zones de Ouest. ah, les zones de West. Alors, Oui, les zones de West, dans votre cours, vous avez utilisé un syllogisme avec un ressort. exactement. Moi, Le je n'ai pas. principe du ressort, je vous explique le principe du ressort. Le principe du ressort, lorsque vous mettez un ressort et que vous accrochez un poids, vous voyez bien que le haut du ressort, les spires vont être très étirés. Et le ressort, c'est l'assimilation entre le ressort et l'alvéole. En fait, en haut du poumon, l'alvéole est extrêmement étirée. Et comme elle n'a pas une paroi très musculaire, la pression alvéolaire est très élevée au niveau du sommet du poumon. Parce que le poids, nous sommes des bipèdes, donc lorsque nous sommes debout, le poids est exercé par la terre, donc tout descend. Donc le poids de notre poumon fait que le sommet du poumon, au sommet, les alvéoles sont extrêmement étirées, donc la pression dans l'alvéole est très élevée, si bien qu'elle écrase les artérioles et les vénules. Et plus on descend, moins la pression alvéolaire est élevée et plus la circulation va pouvoir se faire. Vous comprenez ça? Ou c'est pas clair? Oui, Dites-moi, c'est hein, clair. osez parler. C'est clair. C'est clair, ok. Alors on avance sur, après on revient, la physio, donc le couple, ça c'est très important, vous m'avez demandé de revenir sur le couple cellule endothéliale, cellule musculaire lisse. Vous avez bien compris que au niveau de chaque artériole, il y a des milliers de cellules musculaires lisses et de cellules endothéliales, parce que ce vaisseau, chaque artériole est un tube et ce tube est tapissé de cellules endothéliales au niveau de sa lumière. Donc la lumière est représentée par le mot endothélium. Là, hein, la cellule endothéliale, elle borde la lumière vasculaire. Et en dessous de la cellule endothéliale, il y a une membrane, une membrane qui s'appelle la limitante élastique interne, qui va séparer la cellule endothéliale de la couche de la média de l'artériole, c'est-à-dire des cellules musculaires lisses. Et en fait, il y a un vrai dialogue moléculaire entre la cellule endothéliale et la cellule musculaire lisse. C'est-à-dire que la cellule endothéliale qui est aux premières loges, dès qu'il va y avoir une modification de flux, eh bien, la cellule endothéliale va le percevoir immédiatement grâce à des barorécepteurs et des milliers de récepteurs sur chaque cellule endothéliale qui va percevoir chaque fois que le débit va augmenter. La cellule endothéliale dit attention, le débit augmente. Je vous rappelle la formule de delta P égale R fois Q. Si mon débit augmente, il faut que je baisse mes résistances pour maintenir une pression constante, puisque l'organisme fait tout pour maintenir une pression constante. Donc, lorsque l'endothélium sent qu'il y a un hyperdébit, elle sent, elle, qu'elle doit maintenir une pression constante dans l'artériole et donc elle va faire en sorte de baisser les résistances. Et comment est-ce qu'on baisse les résistances? En créant une vasodilatation. Donc la cellule endothéliale, dès qu'elle reçoit ce stimulus, elle va entraîner toute une cascade de phénomènes, libération du monoxyde d'azote, libération de facteurs hyperpolarisants, libération de prostacycline. Toutes ces molécules vont avoir un second messager au niveau de la cellule musculaire lisse pour conduire à une vasorelaxation. Le second messager du NO, c'est le GMP cyclique. Le second messager de la prostacycline, c'est l'AMP cyclique. Le second messager, ce par quoi joue le facteur hyperpolarisant qu'on n'a pas encore identifié aujourd'hui, mais on sait qu'il agit sur des canaux potassiques KATP dépendants. Et toutes ces activations sur la cellule musculaire lisse vont conduire à une vasorelaxation. Mais comme l'organisme est toujours en équilibre, si ma cellule endothéliale, elle vasodilate pour
compenser une augmentation du débit, notamment lors d'un effort, par exemple, eh bien, lorsque je vais arrêter cet effort, il faut que je sois capable de revenir à mon état d'équilibre. Et l'état d'équilibre, si je vasodilate, c'est que je suis capable de vasoconstricter. Et le plus puissant vasoconstricteur découvert à ce jour est l'endothéline. Et l'endothéline agit sur des récepteurs spécifiques ETA, ETB sur la cellule musculaire lisse, mais on reverra au moment des traitements, qui vont agir en créant une vasoconstriction. Donc, en pratique, on a la cellule endothéliale qui est aux premières loges, qui sent immédiatement ce qui se passe au niveau du flux sanguin et qui va réagir instantanément, immédiatement. C'est vraiment tout de suite, dès qu'il va y avoir une augmentation de débit, la cellule endothéliale, elle le perçoit et elle va entraîner une cascade d'événements qui vont conduire à une vasorelaxation. Est-ce qu'il y a des questions à ce stade ? Ouh, alors ça y est, j'ai accédé aux questions. Ne bombardez pas trop parce qu'après, j'arriverai plus à tout lire. Coordination entre cellules endothéliales, cellules musculaires lisses. C'est bon, là, j'ai répondu à cette attente ou pas? C'était la question de Sadoc. C'est bon? Excellent. D'accord. Merci. Les complications, on va voir. Ensuite, la physiopathe. La physiopathe, on va la revoir aussi. OK. Donc, on va aller sur donc, le couple cellule endothéliale. Donc là, c'est juste pour vous indiquer que notre organisme, il est en équilibre permanent. L'idée étant toujours d'avoir un équilibre entre facteurs relaxants, endothélial derived relaxing factor ou endothélial derived contracting factor. Donc, il y a un équilibre permanent entre ces facteurs-là. Mais dès qu'on va rentrer dans la pathologie, on va immédiatement avoir une dysfonction de notre cellule endothéliale. Ça va être la première touchée. Donc, une cellule musculaire lisse, il faut bien comprendre qu'une cellule musculaire lisse, elle est là pour se contracter. Elle ne pense qu'à ça. Donc, la cellule endothéliale, elle est là pour jouer un rôle de garde-fou en disant attention, là, on a besoin d'une contraction, là, on a besoin d'une vasodilatation. Mais si la cellule endothéliale devient défaillante, c'est sûr qu'on va aller dans le sens de la vasoconstriction puisque les cellules musculaires lisses n'auront plus le garde-fou pour les contrôler. Donc, en physiopathe, on va avoir immédiatement un effet direct et surtout, ce qu'il est important de comprendre, et ça c'est important pour les réanimateurs et les anesthésistes, certaines drogues sont vasodilatatrices grâce à l'intermédiaire de la cellule endothéliale, mais une même drogue peut être vasodilatatrice si la cellule endothéliale est fonctionnelle ou vasoconstrictrice si la cellule endothéliale dysfonctionne parce qu'il y a des récepteurs sur la cellule musculaire lisse qui, eux, vont entraîner une vasoconstriction. Et ça, c'est pour ça que les patients qui ont une HTAP, il faut faire très attention lorsqu'ils vont être endormis parce que certaines drogues vont avoir un effet contraire à celui que l'on attend du fait de la dysfonction endothéliale. Donc, la définition de l'hypertension pulmonaire, ça, vous l'avez comprise. Vous savez qu'au dernier congrès mondial, au dernier symposium mondial de l'hypertension artérielle, le niveau de pression a été abaissé de 25 mm de mercure de PAP moyenne à 20 mm de mercure avec des résistances supérieures à 3 unités Wood. Donc, je vous ai rappelé la formule delta P égale R fois Q, la différence de pression entre l'entrée du poumon dans la pression moyenne dans l'artère, à la sortie du poumon, la pression moyenne dans l'oreillette gauche est égale aux résistances vasculaires pulmonaires multipliées par le débit pulmonaire. Ça, c'est vrai pour n'importe quel organe traversé et au niveau du poumon. Donc, vous voyez bien qu'on va agir sur les résistances, sur le débit, tout ce qui va pouvoir faire jouer les pressions pulmonaires. Et bien sûr, la pression capillaire dans l'oreillette gauche joue aussi dans cette formule, dans le calcul des pressions pulmonaires. Donc, le diagnostic est échographique, la confirmation est hémodynamique. J'ai vu qu'il y avait une question posée pour savoir comment est-ce qu'on mesurait les pressions à l'échographie. On va y revenir, je vous montrerai quelques images d'écho. Donc, la différence entre une HTAP pré- et post-capillaire, donc ce qu'on appelle post-capillaire, c'est donc le groupe 2 qu'on va revoir, c'est-à-dire que pourquoi est-ce que les pressions vont augmenter dans un poumon? Eh bien, elles vont augmenter soit parce qu'il y a trop de sang qui entre dans l'artère pulmonaire, soit parce que le sang n'arrive pas à sortir, parce qu'il y a un blocage au niveau des veines pulmonaires ou des capillaires pulmonaires. Tout ce qui va élever les pressions dans les veines pulmonaires va retentir obligatoirement sur l'artère pulmonaire. Pourquoi? Eh bien, parce que
le ventricule droit éjecte le sang dans l'artère pulmonaire en systole. Mais en diastole, il va y avoir un continuum. Une fois que la valve pulmonaire est fermée, il y a un tube continu, artère pulmonaire, capillaire pulmonaire, veine pulmonaire, oreillette gauche et ventricule gauche en diastole puisque la mitrale est ouverte. Donc, tout ce qui va élever les pressions dans l'oreillette gauche, que ce soit une pathologie du ventricule gauche avec élévation des pressions de remplissage, une pathologie de la mitrale qui va retentir sur l'oreillette gauche, une pathologie des veines pulmonaires qui va sténose des veines pulmonaires ou retour veineux pulmonaire anormal total bloqué, eh bien tout cela va obligatoirement avoir un retentissement sur l'artère pulmonaire puisque c'est un tuyau inerte en diastole. Est-ce que ce concept est bien compris? Oui, très bien. Parfait. Oui. Alors maintenant, on va rentrer dans la classification. La classification qui a été donc revue, et la définition, on vient de la voir. La classification va nous donner la différence entre HTAP et hypertension pulmonaire. Et on va voir cela maintenant. Donc le groupe 1, j'ai un petit problème d'animation, mince. Aïe, 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 si je ne peux pas avancer mes diapos, là c'est embêtant. Ah si, voilà. Donc, le groupe 1, c'est ce que l'on appelle, à proprement parler, l'hypertension artérielle pulmonaire. Cette hypertension artérielle pulmonaire, le plus souvent, on ne trouve pas d'origine, on ne trouve pas de cause et on l'appelle idiopathique. Donc, c'est l'HTAP idiopathique, ça signifie qu'on a éliminé toutes les autres causes d'HTAP, on a tout recherché et on est obligé de conclure qu'on n'a pas d'explication, c'est juste des pressions pulmonaires que l'on trouve élevées, sans qu'il y ait toutes les causes que je vous ai citées ici dans l'HTAP, c'est-à-dire qu'on peut trouver une cause familiale ou héritable, une cause induite par les drogues, ce sont les causes iatrogènes et c'était très fréquent chez les gens qui utilisaient les anorexigènes, l'atteinte artérielle pulmonaire des maladies de système, l'HIV, on n'en voit plus du tout depuis que les patients sont traités, l'hypertension portale, les cardiopathie congénitale, dans la population adulte, ça ne représente que 10% des causes d'hypertension pulmonaire. Dans notre population pédiatrique, c'est environ un peu plus de la moitié des HTAP sont liés à des cardiopathies congénitales. Il y a un nouveau groupe qui a été introduit en 2018 et il est d'importance et c'est très, très important que vous preniez conscience quand on parlait du traitement de ce groupe-là. Ce sont les patients qui réagissent, qui sont des répondeurs aux inhibiteurs calciques. Et ça, on va voir ce que cela signifie lorsque l'on fera le traitement. La maladie véno-occlusive pulmonaire, les dysplasies capillaires pulmonaires et l'hypertension persistante du nouveau-né qui, à mon sens, n'a pas vraiment de raison de faire partie de la classification des HTAP puisque l'hypertension persistante du nouveau-né n'est qu'un retard de maturation de la circulation pulmonaire à la vie post-natale. Et en général, en 3 jours d'adaptation, eh bien, tout rentre dans l'ordre. Mais néanmoins, ce sont des enfants, c'est assez fréquent, qui vont mal s'adapter à la vie extra-utérine et qui ne vont pas baisser leur résistance vasculaire pulmonaire aussi vite qu'ils le devraient et qui vont aboutir à ce groupe-là. Le groupe 2, c'est ce qu'on appelait l'hypertension artérielle pulmonaire post-capillaire, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure, c'est-à-dire tout ce qui va entraîner une élévation de pression dans les veines pulmonaires va retentir sur le poumon, qu'il s'agisse d'une cardiopathie valvulaire ou d'une cardiopathie hypertensive ou d'une cardiopathie ischémique, tout ce qui va élever les pressions de remplissage du ventricule gauche va obligatoirement retentir sur l'oreillette gauche et donc sur les veines pulmonaires et donc sur les capillaires pulmonaires et donc sur l'artère pulmonaire. Le groupe 3, c'est un groupe qui, nous, en cardiopédiatrie, augmente considérablement. Au départ, on pensait que c'était un tout petit groupe, mais maintenant, dans toutes les cohortes d'hypertension pulmonaire pédiatrique, ça atteint quasiment entre 15 et 30% des cohortes d'HTAP. Ce sont les enfants qui ont une pathologie respiratoire chronique qui va retentir sur les pressions pulmonaires. Et le fait d'avoir des enfants prématurissimes qui survivent, eh bien, ils ont très souvent, ces enfants qui ont des bronchodysplasies, vont avoir des complications d'hypertension pulmonaire. Environ 10% des enfants qui ont une bronchodysplasie vont développer de l'hypertension pulmonaire et on verra tout à l'heure le traitement spécifique de ce groupe-là qu'il faut absolument, absolument connaître parce que il y a sinon une perte de chance considérable pour ces enfants qui, s'ils ne sont pas bien traités en période néonatale, vont traîner leur HTAP toute leur vie avec une mortalité considérable.
De même, les hernies de coupole diaphragmatique retentissent aussi. Et tous ces enfants qui ne survivaient pas avant survivent dorénavant soit aux techniques de réanimation des prématurés ou de la chirurgie des hernies diaphragmatiques. Et ces patients font de l'HTAP, il faut savoir les traiter. Le groupe 4, comme je le disais en préambule, il y a très peu d'HTAP post-emboliques chez l'enfant, mais peut-être qu'on les méconnaît, parce que lorsque je regarde, moi, les biopsies pulmonaires d'enfants, bien souvent, on voit des petits thrombis, et il est possible que des enfants fassent des embolies pulmonaires à moindre manifestation clinique que chez l'adulte, parce qu'ils ont un poumon probablement beaucoup plus élastique et distensible et adaptatif qu'un poumon adulte. Et enfin, le groupe 5, eh bien, c'est tout ce qui n'est ni 1, ni 2, ni 3, ni 4 et qui sont associés à des pathologies, une compréhension physiopathologique un peu complexe pour lequel on parle de groupe 5, notamment les absceaux avec une HTAP des territoires hypoperfusés, des territoires hyperperfusés, eh bien, entrent dans cette catégorie du groupe 5. Donc, cette classification, si on regarde, je vous ai mis en rouge ce qui nous concerne, nous, dans la population pédiatrique, eh bien, en premier lieu, l'HTAP des cardiopathies congénitales, et je vous ai noté les différents groupes de la classification. Type 1, c'est l'Eisenmenger. 2, ce sont les shunts gauche-droite avec HTAP, mais avec un shunt encore gauche-droite persistant malgré l'élévation des résistances. Le type 3, ce sont des shunts qui n'expliquent pas le niveau d'HTAP. Et le type 4, ce sont des patients qui développent de l'HTAP après cure chirurgicale de leur cardiopathie. Dans le groupe 2, on a donc un peu, mais ça ne représente pas une grande partie de nos cohortes d'HTAP de l'enfant. Le groupe 3, comme je vous le disais, ça augmente considérablement. Et puis les absceaux du groupe 5. Alors, la classification chez l'enfant est beaucoup plus difficile parce que dans 20 à 30%, on n'arrive pas à les classifier. Pourquoi? Eh bien, parce qu'il y a des intrications et des interconnexions thérapeutiques, notamment dans un syndrome de Simter. On va avoir une CIA qui théoriquement est classée dans le groupe 1, une sténose des veines pulmonaires qui théoriquement est classée dans le groupe 3, une hypoplasie pulmonaire du groupe 3. Donc, on ne sait pas très bien ce qui va. On est obligé de prioriser, on va dire. Si la CIA est large, eh bien, c'est plutôt un groupe 1, mais s'il y a une sténose pulmonaire serrée, c'est plutôt un groupe 2. Et vous savez bien, pour tous ceux qui s'occupent d'HTAP, que bien souvent, on est dans des situations un peu mixtes pour lesquelles on n'arrive pas vraiment à classifier. Le bébé prématuré, il a de la bronchodysplasie groupe 3, mais il a aussi bien souvent un canal artériel large persistant, c'est groupe 1. Il peut avoir une sténose des veines pulmonaires qu'on trouve assez fréquemment chez ces enfants qui ont des lourdes réanimations et un poumon immature. Et par exemple, autre exemple, la trisomie 21, qui a à la fois la cardiopathie, qui a à la fois une pathologie mitrale, qui a à la fois l'apnée du sommeil, eh bien, toutes ces considérations font qu'on n'arrive pas trop à classer l'enfant. Et donc, il y a eu une autre classification qui a été, mais je ne passe pas dessus, on a tous décidé qu'il fallait avoir la classification 1, 2, 3, 4, 5 utilisée par les adultes, puisque bon nombre de nos enfants vont, on l'espère, devenir, grâce au traitement, des adultes, et ils passeront donc dans cette population, et il ne faut pas qu'on ait le langage pédiatrique et le langage adulte, sinon, premièrement, pour les travaux de recherche, c'est une catastrophe, et deuxièmement, pour le suivi et la transition de ces enfants, c'en est une aussi. Donc, on abandonne les autres classifications. Les causes, on les a vues, l'expérience de Necker, les registres. Pardon, il y a une question là? C'est bon? Je continue juste pour vous dire en pratique, chez le nouveau-né, qu'est-ce qu'il faut, à quoi il faut penser quand vous êtes face à un nouveau-né qu'on vous adresse pour une hypertension pulmonaire. La première des choses chez un nouveau-né, on recherche un retour veineux pulmonaire anormal total, et ça c'est très important parce que même quand on est cardiopédiatre affirmé, on est tous passés à côté d'un diagnostic un petit peu difficile, surtout que ce sont des enfants qui sont en réanimation, qui peuvent être ventilés, vous n'avez pas forcément la machine avec laquelle vous avez l'habitude de travailler. Rien ne ressemble plus à des veines pulmonaires que des veines pulmonaires qui sont juste derrière l'oreillette gauche et qu'on pense voir rentrer dans l'oreillette gauche, mais en fait, elles vont ailleurs, dans un collecteur. Donc, attention, se méfier du retour veineux pulmonaire anormal total. Si le cœur a une architecture normale, première cause, la plus fréquente, c'est l'hypertension persistante du nouveau-né qui va se résoudre en quelques jours de ventilation adaptée, éventuellement de monoxyde d'azote. Si le cœur est d'architecture normale et que l'HTAP persiste, c'est que ce n'est pas une HTAP du nouveau-né et qu'on est alors face soit
à une anomalie structurelle du poumon telle qu'une dysplasie alvéolo-capillaire ou une maladie véno-occlusive, soit il s'agit d'une HTAP idiopathique. Et chez un nouveau-né, s'il est prématuré, s'il a eu une hernie de coupole, eh bien, c'est souvent une pathologie respiratoire sous-jacente qu'il va falloir traiter et qui permettra de voir la pression pulmonaire se normaliser. On a vu ça, ça. Alors, juste, ça c'est, je ne sais plus si je vous en ai montré, mais c'est intéressant de voir pourquoi est-ce qu'une hypertension pulmonaire est réactive ou aréactive. Tant que vous avez des cellules endothéliales préservées, même si la média est très épaissie, comme sur l'image de gauche, vous voyez la média là, vous voyez ma flèche ou pas? Sur l'écran? Oui. On la voit. Oui. Voilà. Donc là, je pointe les cellules endothéliales. La lumière est ici. Les cellules endothéliales sont les petits points noirs qui bordent la lumière. Et ici, vous avez la média. Donc, vous voyez que cette artériole, elle est très musclée. Il y a beaucoup de couches de cellules musculaires lisses. Mais les cellules endothéliales étant préservées, cette artériole, elle va pouvoir se dilater ou se vasoconstricter parce que la cellule endothéliale, elle est encore fonctionnelle. En revanche, sur cette artériole-là, vous voyez ma limitante élastique interne, ma limitante élastique externe avec la média entre les deux. C'est une autre coloration, hein. C'est pour ça que ça apparaît, ça colore les fibres d'élastine. Et vous voyez qu'entre mes deux couches de limitantes, ma média est épaissie aussi, mais surtout, je ne vois plus du tout mes cellules endothéliales. J'ai une espèce de couche ici, une fibrose rosée. Et cette fibrose fait que lorsque le débit va augmenter, ma cellule endothéliale, elle ne va pas pouvoir réagir. Et donc, l'augmentation de débit ne va pas s'accompagner d'une vasodilatation, mais au contraire d'une augmentation encore plus importante de la pression pulmonaire et éventuellement une surcharge, œdème, dyspnée d'effort. Qu'est-ce que la dysplasie alvéolo-capillaire? C'est une anomalie de structure du poumon. Normalement, un poumon, il est composé de l'arbre respiratoire, la bronchiole représentée ici en bas, très festonnée, et chaque bronchiole, chaque arbre, chaque unité respiratoire est accompagnée de son artériole. Donc vous voyez ici une artériole musclée qui accompagne la bronchiole. Mais à côté de chaque artériole, j'ai une structure beaucoup plus fine qui est une veine. Et une veine n'est jamais au contact d'une artériole ni des bronchioles, elle est au contraire dans les septa à distance de l'unité respiratoire artériolaire. D'accord? Donc, il y a toujours un couple bronchiole-artériole, mais la veine, elle doit être à distance. Quand elle est à proximité, c'est qu'il y a eu une anomalie de fabrication, de formation du poumon, donc endogène, qui s'appelle la dysplasie alvéolo-capillaire. Et ça, on sait malheureusement que le pronostic est effroyable. Et c'est la raison pour laquelle nous, on a coutume de faire une biopsie pulmonaire chez les enfants qui ne s'améliorent pas rapidement, chez les nouveau-nés qui ne s'améliorent pas rapidement, parce que si ça n'est pas l'hypertension artérielle du nouveau-né, si ça ne s'améliore pas en 4 à 5 jours, c'est qu'il s'agit d'une autre pathologie. Et si on est face soit à une dysplasie alvéolo-capillaire, soit à une maladie véno-occlusive, on sait que le pronostic est catastrophique et il ne sert à rien de poursuivre une réanimation dont on sait très bien qu'on ne pourra pas traiter l'hypertension pulmonaire, qu'on ne pourra pas transplanter ces enfants du poumon puisqu'on ne peut pas transplanter des nouveau-nés, il n'y a pas de greffon. Donc, il ne sert à rien de donner de faux espoirs aux parents et de maintenir une réanimation de 2 ou 3 mois dont on sait qu'elle va obligatoirement aboutir au décès de l'enfant. Cardiopathie congénitale, ça on verra après. Donc on a revu la classification, on a fait le couple cellule endothéliale, on a fait la différence HTAP et HTP, et on va, je vais juste reprendre ce concept-là de l'HTAP post-capillaire parce que c'est très important. Je vous montre encore une fois ici des artérioles très musclées, mais vous voyez que les cellules endothéliales, elles sont préservées. Donc, lorsque l'on a, par exemple, un rétrécissement mitral très sévère, on sait qu'on va avoir de l'HTAP qui peut être également très sévère. Ceux d'entre vous qui ont affaire ou qui ont eu affaire à des pathologies rhumatismales de rétrécissement mitral très serré ou de rétrécissement mitral congénital très serré, vous savez qu'il y a de l'HTAP qui peut être extrêmement importante, bien qu'elle soit post-capillaire. Donc, pourquoi? Eh bien, parce qu'on l'a vu tout à l'heure, si j'ai un rétrécissement mitral,
Mon oreillette gauche, elle n'a pas une capacité de distension importante, donc toute élévation de pression va retentir sur les veines pulmonaires, sur les capillaires, sur les artérioles et sur l'artère pulmonaire. Et lorsque je vais remplacer cette valve mitrale, les pressions pulmonaires, bien évidemment qu'elles ne vont pas se normaliser immédiatement. Vous comprenez bien que ces artérioles qui sont musclées, elles ne vont pas se démuscler immédiatement. Lorsqu'on est très musclé, lorsqu'on est un sportif et qu'on a des muscles intenses, eh bien, en arrêtant le sport, il nous faut au moins 1 mois pour nous démuscler. Quand on se fracture la jambe, on sait qu'on va diminuer notre capital musculaire en 15 jours, 3 semaines. Donc, c'est la même chose. Lorsqu'on opère un rétrécissement mitral très serré, il ne faut pas s'attendre à avoir une normalisation immédiate des pressions pulmonaires. Mais il faut absolument traiter de façon énergique cette hypertension pulmonaire pour laisser le temps aux artérioles de se démuscler et voir se normaliser les pressions pulmonaires en quelques semaines ou quelques mois, quitte à maintenir un traitement vasodilatateur pendant quelques temps. Mais l'HTAP du rétrécissement mitral ou de l'insuffisance mitrale ou de tout ce qui est post-capillaire, c'est toujours réversible. Je sais bien que beaucoup d'entre vous ou tous les chirurgiens à qui je tiens ce langage me disent « mais on a des patients qui meurent en post-opératoire d'HTAP après un rétrécissement mitral, une cure de rétrécissement mitral ». Je réponds « oui, on peut mourir d'une HTAP même lorsqu'elle est réversible si on ne la traite pas de façon énergique ». Donc il faut être vigilant. On sait qu'un patient va faire des crises d'HTAP post-opératoire, tout comme dans le RVPA par exemple, mais on sait que si on les traite de façon très active, eh bien, on va normaliser les pressions pulmonaires dans tous les cas. Cardiopathie et shunt, juste pour vous indiquer que plus le shunt est proche de l'artère pulmonaire, plus rapide sera l'évolution vers l'HTAP fixée. Et pourquoi cela? Eh bien, parce que si j'ai une communication interauriculaire, eh bien, c'est l'oreillette droite qui va avoir une augmentation de volume. Et le ventricule droit va augmenter de volume, mais en revanche, ses pressions vont être normales et le ventricule droit va juste éjecter davantage de volume dans l'artère pulmonaire. On va avoir une augmentation du débit avec un QP sur QS à 2, 3, 4 sur 1, mais en revanche, le ventricule droit éjecte normalement dans l'artère pulmonaire. Donc l'artère pulmonaire, elle reçoit plus de volume, mais avec une pression qui reste normale pendant très longtemps. En revanche, lorsque je vais avoir un shunt à l'étage artériel, eh bien à chaque systole, le sang va venir taper sur la paroi de mon artériole et sur mes cellules endothéliales. Pendant un certain temps, ces cellules endothéliales, elles vont réagir en disant « Oh là, il y a une augmentation de débit, je vais vasodilater ». Mais au bout d'un moment, à force de recevoir 100 fois par minute du sang qui vient cogner sur leur paroi, et bien au bout d'un moment, la fonction endothéliale, elle se dit « J'ai dépassé mes capacités, mon seuil de tolérance est atteint, je suis en burn-out et je fais de l'HTAP ». Donc, l'augmentation de débit, il y a une redistribution. Pareil, hein, c'est mon ressort que je vous ai remontré ici. Si j'ai une augmentation du débit par un shunt, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, j'ai plus de sang qui arrive dans l'artère pulmonaire, plus de sang qui revient à l'oreillette gauche, donc ma pression dans les veines pulmonaires va augmenter. Et comme ma pression dans les veines pulmonaires augmente, ça va ouvrir ma zone 2 de West. Et je vais donc recruter un territoire supplémentaire. Et si je recrute un territoire supplémentaire, je vais avoir plus d'artérioles. Et comme je vais avoir plus d'artérioles, mon diamètre global de toutes mes artérioles pulmonaires va augmenter et donc mes résistances vont baisser. Et c'est la raison, c'est pour cela qu'on recrute des territoires et qu'au repos, je n'utilise que ma zone 3 de Ouest, mais quand je vais faire un effort, je vais recruter ma zone 2, éventuellement ma zone 1 de Ouest, plus le débit va augmenter et plus je vais recruter des zones. Et c'est ce qu'on appelle la redistribution vasculaire vers les sommets, c'est-à-dire que je vois anormalement la circulation au niveau des sommets pulmonaires parce que j'ai recruté, du fait de mon hyperdébit, des territoires qui normalement ne l'étaient pas. De même, si j'ai une augmentation de pression dans mon oreillette gauche, mes pressions dans les veines pulmonaires vont augmenter et là aussi, je vais recruter les territoires et redistribution vasculaire vers les sommets. Ça n'est rien d'autre que le recrutement de zones de West. Notre couple endothélium, on l'a revu, je n'insiste pas, juste j'insiste sur le fait que si je stimule ma cellule endothéliale, je vais avoir ma cascade vasorelaxante, mais si je n'ai plus ma cellule endothéliale, eh bien, je vais perdre cette capacité de régulation.
Donc ici, mon artériole musclée, mais avec mes cellules endothéliales saillantes. Et là, tous les récepteurs possibles. Et l'ENO, je vous ai dit que c'est un puissant vasodilatateur, mais la cellule endothéliale, elle ne joue pas qu'un rôle dans le tonus vasculaire. Elle joue également un rôle anti-agrégant plaquettaire. L'ENO est un puissant anti-agrégant plaquettaire. Elle joue un rôle antiprolifératif sur les cellules musculaires lisses. Et donc, elle joue, cette cellule endothéliale, vraiment un rôle capital dans la régulation, dans l'adaptation de notre circulation à notre équilibre pression, tension pariétale. Donc, j'ai cet équilibre en permanence entre les substances vasodilatatrices et vasoconstrictrices, les unes étant protectrices, vasodilatation, anti-agrégant plaquettaire, antimitotique sur les cellules musculaires lisses, les autres étant au contraire très pathogènes avec un effet vasoconstricteur, profibrosant et effet mitotique prolifératif sur les cellules musculaires lisses. Lorsque je vais avoir mon shunt, pendant un certain temps, je vais avoir tout ce processus d'adaptation, mais au bout d'un moment, ce processus va être dépassé. Donc, chaque débit qui va arriver, à chaque battement, je vais avoir ma couche de cellules endothéliales qui réagit pour vasodilater. Donc, dans un premier temps, je vais avoir augmentation du débit, pression normale. Au bout d'un certain moment, je vais avoir augmentation du débit, mais pression augmentée. C'est ce que l'on va avoir systématiquement dans une large CIV, parce que la large CIV, il va y avoir égalité de pression entre les deux ventricules, donc pression pulmonaire élevée. C'est ce qu'on va avoir aussi dans un large canal artériel ou une fenêtre aortopulmonaire, où on a obligatoirement égalité de pression entre l'aorte et l'artère pulmonaire. Donc, lorsque j'ai une augmentation de pression, qu'est-ce qui se passe? Il y a une deuxième formule physique qu'il faut connaître, c'est la tension pariétale. Si j'ai une pression élevée dans une artère, eh bien, je vais tout faire pour maintenir la tension pariétale normale pour éviter que toute artériole soumise à une hyperpression ne devienne anévrismale. Si mon artère est trop fine et qu'il y a une forte pression, elle va se dilater et elle risque d'exploser. Donc, notre tension pariétale est toujours, c'est une constante absolue. Chaque fois que j'élève la pression dans un vaisseau, je vais augmenter l'épaisseur, c'est systématique et c'est un mécanisme de régulation et de protection de la paroi artérielle. Donc, si ma pression augmente, je vais obligatoirement augmenter l'épaisseur et c'est un fait bénéfique sur l'artériole, c'est-à-dire que je vais avoir des artérioles musclées pour que la pression ne se complique pas d'une dilatation. Et au bout d'un moment, une fois ce processus d'adaptation, si on le laisse évoluer trop longtemps, eh bien là, l'artériole, elle va dire « je ne peux plus » et elle va devenir l'image que je vous ai montrée tout à l'heure avec de la fibrose intimale et une obstruction petit à petit de ces artérioles pulmonaires. Pourquoi? Eh bien parce que cette dysfonction endothéliale, au bout d'un moment, lorsque la cellule endothéliale elle est dépassée, eh bien, je n'ai plus tout cet effet bénéfique, tous ces effets bénéfiques que je vous ai décrits. Je n'ai plus l'effet anti-agrégant plaquettaire et en plus, comme il y a une lésion intimale, les plaquettes elles vont venir s'agréger encore plus. Les plaquettes, l'agrégat plaquettaire libère des substances telles que le thromboxane et la sérotonine qui sont aussi des puissants vasoconstricteurs et profibrosants. Comme je n'ai plus l'effet antimitotique, eh bien mes cellules prolifèrent à volonté et je vais donc avoir une couche endothéliale perturbée, des cellules musculaires lisses qui prolifèrent et petit à petit une obstruction vasculaire parce qu'il y a tous ces phénomènes qui s'intriquent avec en plus des processus inflammatoires qui vont venir interférer et il va y avoir une déstructuration complète de la paroi artériolaire avec les plaquettes qui s'agrègent, les cellules endothéliales qui changent de morphotype, les cellules musculaires lisses qui prolifèrent à outrance et on va aboutir à cette évolution d'une artériole HTAP réversible vers fibrose et obstruction de la lumière vasculaire. Donc, finalement, soit je suis dans le cadre de l'HTAP réversible, j'ai un gros débit pulmonaire avec un gros cœur, une hypervascularisation pulmonaire, des artérioles qui sont encore à couche intimale préservée, le poumon est assimilé à une éponge végétale, plus il y a du volume et plus cette éponge elle va absorber cet hyperdébit. Mais au bout d'un moment, les artérioles vont se boucher et je n'aurai plus une éponge végétale, mais un bloc de béton et le sang n'arrivera plus à franchir ces artérioles pulmonaires. Le cœur va changer, il n'aura plus un hyperdébit et c'est la différence et la frontière entre, dans une cardiopathie congénitale, l'image de gauche
qui a tous les signes d'HTAP réversible avec un gros cœur, une hypervascularisation, et l'image de droite où on a un petit cœur, un appauvrissement de la vascularisation périphérique, une grosse artère pulmonaire qui signe qu'on a probablement basculé vers l'HTAP irréversible. Bon, la biopsie pulmonaire, je n'insiste pas. Qu'est-ce que vous m'avez mis comme autre question? Adaptation postnatale, on l'a vu, on est d'accord. Comment calculer la PAM? Ça, je vais y revenir. Dans le cadre de la découverte d'une HTAP chez l'enfant, la consultation génétique est-elle systématique? Alors, attendez. PAM en écho. Génétique. Test de vasoréactivité, on va voir au KT. Oui, effectivement. Est-ce que le dépistage des cellules endothéliales circulantes ou progénitaires s'utilise en clinique pour faire la différence? Oui, la réponse est oui. Elle ne s'utilise pas en clinique, c'est en protocole de recherche clinique. Ça doit être bientôt démocratisé, mais ça ne l'est pas encore. Donc, nous, ça nous aide beaucoup dans l'évolutivité, mais ça ne peut pas encore être fait en pratique. Pourquoi ce n'est pas le cas des HTAP? C'est quoi? Pourquoi ce n'est pas le cas des HTAP post-capillaires? Il y a bien augmentation de la pression, donc augmentation de la tension pariétale. Pourquoi cela ne va pas jusqu'à la destruction de la couche endothéliale? C'est juste une histoire de débit. Oui, exactement. C'est juste une histoire de débit. Là, il n'y a que du débit. On ne vient pas taper. Il n'y a pas une augmentation du shear stress. Il y a juste une augmentation du débit. OK, donc je reviens sur les questions qu'on vient d'évoquer. Donc la génétique, puisque j'y suis, je vais aller à la génétique. Donc, la génétique fait qu'il y a une prédisposition individuelle. La mutation BMPR2, bon, ça, je vous l'ai fait dans le cours, donc je n'ai pas besoin d'y revenir. Mais effectivement, dans l'HTAP de l'enfant, vous voyez qu'on a découvert ces dernières années beaucoup de gènes et c'est en pleine évolution parce que maintenant, on fait des séquençages complets. Donc, on recherche des nouveaux gènes et notamment des patients qui étaient considérés comme HTAP idiopathiques ont pu être recadrés dans HTAP familial grâce aux découvertes des nouveaux gènes, puisque tous ceux qui ont été testés dans les années 2010, on disait il n'y a pas de mutation BMPR2, il n'y a pas de mutation ALK1, donc ça n'est pas génétique. Mais c'est faux puisqu'il y a de nouveaux gènes qui sont identifiés et probablement que la majorité des HTAP idiopathiques sont liés à des gènes qu'on n'a pas encore identifiés. Donc, les tests génétiques, on les fait, sauf si on a une explication évidente. Si on a une HTAP avec une cardiopathie congénitale qui explique l'HTAP, si on a un cœur pulmonaire chronique post-embolique, si on a une sténose des veines pulmonaires, on ne va pas faire de tests génétiques et coûter très cher à la sécurité sociale pour rien. En revanche, lorsqu'il n'y a pas ces explications, il faut absolument faire un test génétique et on trouve de plus en plus d'associations. Et même, je reviens d'un congrès récent où on s'est aperçu que presque même environ 10% des enfants qui avaient des cardiopathie un peu complexes pouvaient être associés à des mutations génétiques. Donc, en gros, on a probablement un terrain prédisposé sur lequel vient se surajouter un événement. Pour avoir de l'HTAP, il faut avoir une succession de malchance, malheureusement. Donc, le lien, ça, je vous l'ai fait en cours, c'est un peu la similitude entre la molécule BMP et son récepteur qui est défaillant. Et du coup, cette molécule BMP, bone morphogénique protéine, qui a un effet vasodilatateur, antiprolifératif, antifibrosant, pro-apoptotique, que des effets bénéfiques, eh bien, tous ces effets bénéfiques sont atténués, voire absents du fait de la mutation BMPR2. Et le domaine et la recherche en génétique va aboutir très probablement à de la thérapie génique qui permettra de restaurer ces fonctions qui sont altérées. Donc, la séquence évolutive dans les cardiopathies congénitales, c'est d'avoir un facteur prédisposant sur lequel vient s'appliquer le shear stress. Les cellules endothéliales vont réagir à cet hyperdébit et hyperpression en proliférant. Si on supprime le shunt à ce stade-là, guérison assurée, mais attention, risque d'HTAP post-capillaire qui doit être traité, HTAP post-opératoire, qui doit être traité de façon active. Et si on laisse évoluer, eh bien malheureusement, là, il va y avoir une prolifération. Ces cellules prennent un phénotype pseudo-tumoral et vont proliférer pour leur propre compte et obstruer petit à petit la lumière vasculaire. Donc, soit j'ai à la biopsie pulmonaire, quand on a une vraie hésitation après, quand la clinique, l'écho, la radio, le KT sont discordants, on en vient parfois à la biopsie pulmonaire et soit je décris une artériole telle qu'à gauche,
je dis la couche intimale est préservée, il y a certes une hypertrophie de la média, donc HTAP réversible, mais je mets toujours dans mon compte-rendu, attention, du fait de l'hypertrophie de la média, gros risque d'HTAP post-opératoire. Si en revanche, j'ai de la fibrose intimale et de la prolifération intimale, comme vous voyez ici, ces cellules marron qui marquent, elles sont BCL2+, et BCL2, c'est un marqueur de résistance à l'apoptose, comme dans les cellules tumorales, c'est-à-dire que ces cellules, elles vont proliférer et obstruer, quoi qu'on fasse, la lumière à terme. Donc, les cellules endothéliales, vous les avez évoquées. C'est quoi le concept? C'est quand une artériole est malade, eh bien, on va trouver, les cellules se détachent et on va pouvoir les trouver dans la circulation. Et les progéniteurs endothéliaux sont également trouvés dans la circulation. Ce sont des cellules qui, elles, au contraire, viennent réparer la lésion vasculaire. Donc ça, je vous l'ai fait dans le cours. La clinique, je ne reviens pas dessus. L'écho. Donc l'écho, j'ai dit tout à l'heure que l'échographie était l'élément qui permet de poser le diagnostic. On n'a pas besoin de cathétérisme pour poser le diagnostic d'une HTAP chez l'enfant. En revanche, on a besoin du cathétérisme comme gold standard pour préciser le diagnostic et faire des tests de réactivité qui vont déterminer quel traitement donner. Donc, à l'échographie, vous allez voir des signes indirects et des signes directs. Les signes directs, c'est la mesure de l'hypertension pulmonaire. Donc, l'IT, la vélocité maximale de l'IT, donne le gradient de pression entre l'oreillette droite et le ventricule droit. Et comme je vais en déduire qu'en fonction de la dilatation de ma veine cave inférieure et de sa dépressibilité, je vais dire la pression dans l'oreillette droite est soit de 5, soit de 10 mm de mercure. Et comme j'ai le gradient de pression sur l'IT, je vais en déduire ma PAP systolique, c'est-à-dire la pression qui règne dans le ventricule droit. Et si je n'ai pas de gradient entre mon ventricule droit et mon artère pulmonaire, à ce moment-là, la pression systolique dans le ventricule droit est équivalente à la pression artériolaire pulmonaire systolique. Je pense que tout le monde me suit et si ça n'était pas le cas, il faut absolument m'arrêter parce que ce concept est important. Sur la fuite pulmonaire, et on a dans l'hypertension pulmonaire, il est exceptionnel de ne pas avoir de fuite pulmonaire ou de fuite tricuspide. C'est impossible, il faut la chercher, il faut prendre le temps, il faut multiplier les incidences, mais on doit toujours trouver une fuite pulmonaire. Et la fuite pulmonaire va vous donner en protodiastole la pression artérielle pulmonaire moyenne et en télédiastole la pression artérielle pulmonaire diastolique. Est-ce que j'ai répondu à la question ? Alors, le diagnostic étiologique, il est important parce qu'il va déterminer le traitement. Et il va falloir absolument faire un scanner thoracique pour vérifier qu'il n'y ait pas de pathologie respiratoire sous-jacente, faire une échographie abdominale pour éliminer un chat de Porte-Cave, un examen ORL pour rechercher une maladie de Randu-Osler en cas, et vous allez rechercher à l'interrogatoire une maladie familiale, épistaxis familiale, un examen dermatologique pour les connectivites, bilan immunologique pas systématique si on n'a pas de point d'appel parce qu'il est très, très, très rarement trouvé chez l'enfant. Le bilan génétique, on est obligé d'avoir l'accord de la famille. Le bilan génétique sera fait en l'absence de cardiopathie ou dans des cardiopathies un petit peu complexes où vous dites on n'est pas dans la cohérence entre les chiffres de pression qu'on trouve et la cardiopathie que je décris. J'insiste sur la bronchodysplasie, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, parce que l'hypoxie est capitale et c'est elle qui est responsable essentiellement de cette hyperstimulation des artérioles pulmonaires musclées et qui va générer cette hypertension pulmonaire. Donc, il est très important de ne jamais sevrer d'oxygène un enfant prématuré tant qu'on n'a pas fait une oxymétrie nocturne. Et ça, c'est important et il va falloir vous battre avec les réanimateurs parce que les réanimateurs vous disent « mais enfin, je ne vais pas faire un enregistrement de la saturation » alors que cet enfant est monitoré en réanimation et qu'il a un saturomètre en permanence et qu'il a un scope en permanence. Eh bien, vous allez insister en disant « non » parce que sur le scope et sur ton saturomètre, tu ne vois pas les dépressions très brèves de saturation. Et sur l'enregistrement, vous voyez que ce sont des enfants qui très souvent ont des très brèves désaturations que l'on ne va pas voir au scope parce qu'on n'est pas dans la chambre à ce moment-là. Et ce sont ces brefs et répétés désaturations, ces épisodes brefs et répétés de désaturation qui vont auto-entretenir le phénomène d'hyperréactivité vasculaire et entraîner une hypertension chez ces enfants. Donc, il est très important de faire une oxymétrie avant
de sevrer d'oxygène, de faire une échographie chez tous les enfants qui ont eu une bronchodysplasie prolongée avec hypertension pulmonaire avant la sortie de l'hôpital pour être sûr que cet enfant n'a pas encore besoin d'oxygène. Et très souvent, quand je vois des pressions élevées, je demande au pédiatre, alors que l'enfant était sur le point de sortir, de reprendre l'oxygène et de retester les pressions pulmonaires par écho sous oxygène et ne jamais se précipiter pour retirer l'oxygène à ces enfants. C'est très important parce qu'ils ont été très mal monitorés pendant des années et c'est la raison pour laquelle ces enfants gardent des HTAP très sévères, alors que quand on les monitore bien et qu'on ne les laisse pas sortir trop tôt de l'hôpital, qu'on maintient l'oxygène pendant des semaines, voire des mois, voire parfois même les 2 ou 3 premières années, c'est très important parce que ces enfants ont des poumons immatures qui n'ont pas été terminés et on sait que la maturation pulmonaire se poursuit dans le post-natal et il faut donner toutes les chances à ce poumon de maturer au maximum. Voilà, je vous ai schématisé un petit peu le bodybuilding, hein, on ne va pas se démuscler tout de suite et comme ces artères sont stimulées, eh bien c'est à la saturation, l'enregistrement nocturne qui va montrer que la saturation descend en dessous de 90% et il ne faut absolument pas tolérer cela et pour sevrer d'oxygène un enfant, il faut qu'il ait une saturation de plus de 95% du temps. Alors, pourquoi est-ce qu'on fait et ces enfants-là n'auront un cathé que à la seule condition que les pressions pulmonaires restent élevées, alors que la saturation, je ne sais pas pourquoi j'ai des traits bleus qui apparaissent là. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Vous les voyez, vous aussi, mais les traits bleus là? Sur l'écran? Oui, on les voit. Je ne sais pas de la bien, ça. Bon, écoutez, ça va, ça vous choque pas trop? Non, non. Donc, ces enfants n'auront un cathé que si on s'est assuré que l'oxymétrie était parfaitement normale et que les pressions restent élevées malgré cela. Alors, quelqu'un m'a demandé de revenir sur les complications de l'hypertension pulmonaire. Alors, il faut bien savoir que quand ces artérioles se bouchent, telles que je vous les ai montrées, il y a des collatéralités qui vont s'ouvrir et qui peuvent être responsables d'hémoptysie et c'est une des causes de décès d'hypertension pulmonaire. Mais la plus grande cause de décès d'hypertension pulmonaire, c'est la défaillance ventriculaire droite parce que le ventricule droit n'arrive plus à éjecter dans ces artérioles qui ne sont plus, le poumon n'est plus une éponge végétale mais est un bloc de béton et le VD pousse sur des artérioles bouchées, donc il se fatigue et il va se mettre à plat et ils vont mourir de troubles du rythme sur un VD défaillant. Les interventions cardiaques, j'y étais passée tout à l'heure, donc il faut faire très attention à cause de certaines drogues qui peuvent avoir un effet délétère. Donc les patients qui ont de l'HTAP ne doivent être pris en charge, quelle que soit leur pathologie cardiaque ou extracardiaque, que dans des centres qui ont l'habitude de s'occuper d'hypertension pulmonaire. Le pronostic a considérablement été modifié par l'arrivée des traitements et on va pouvoir aborder, je pense, les traitements maintenant. Ah oui, recommandation très importante. Les patients qui ont de l'HTAP, il ne faut jamais les laisser en carence martiale et parfois vous avez des patients qui vont très mal, vous pensez qu'ils sont en train de se dégrader et le simple fait de leur mettre une perfusion de fer parce que vous avez dépisté une carence martiale les fait changer de classe fonctionnelle. Donc c'est vraiment spectaculaire parfois, donc attention à bien vérifier, d'autant que certains traitements peuvent entraîner des petites hémolyses. Il faut absolument vérifier de temps en temps leur numération et vérifier qu'ils ne soient pas en carence martiale. Les sports violents sont proscrits, mais le sport n'est pas complètement interdit. Ce qu'on appelle sport violent, c'est le squash, c'est le badminton, c'est tout ce qui va entraîner des accélérations, décélérations très brutales. Il faut absolument vacciner ces patients et pour le Covid, ils sont prioritaires. L'altitude au-delà de 1500 mètres est interdite parce que l'altitude entraîne une hypoxie et une vasoconstriction. Et la contraception est capitale et ça, vous allez être confrontés à ce problème. Les enfants deviennent des adolescents et les adolescentes deviennent des femmes. Et ces femmes ne supportent pas l'idée de ne pas pouvoir avoir de grossesse hein, parce qu'elles ont l'impression d'avoir été bien améliorées. Les traitements les mettent en classe fonctionnelle 1-2. Elles font des rencontres et puis elles veulent se marier et puis elles ne nous présentent pas les conjoints parce qu'elles ont très souvent peur de l'annonce de cette contre-indication de grossesse et donc il faut être extrêmement et pédagogue et psychologue pour ne pas braquer la patiente qui risque de ne plus avoir de suivi hein, parce qu'il y a un risque de rupture de confiance si la femme veut absolument avoir une grossesse et fait en sorte de vous esquiver un petit peu. Donc, il faut absolument à la fois dire que la grossesse est très dangereuse,
mais à la fois bien insister sur le fait que si par malheur elles étaient enceintes, il ne faut surtout pas qu'elles disparaissent parce qu'il faut qu'on les traite le plus rapidement possible. Donc, équilibre là encore très, très délicat. Donc, les traitements. Le traitement symptomatique, l'oxygène, aucune place dans l'HTAP idiopathique du groupe 1. En revanche, bien sûr, vous l'avez bien compris, c'est le traitement essentiel de l'hypertension pulmonaire du groupe 3. Le traitement AVK n'est pas recommandé chez l'enfant, contrairement à l'adulte, et encore moins dans l'Eisenmenger, puisque je vous ai dit tout à l'heure qu'ils avaient souvent des hémoptysies et on risque d'être plus délétère que bénéfique. Supplémenter les carences martiales, on l'a vu. Inhibiteur calcique. Alors attendez, je crois que j'ai vu qu'il y a une petite question qui a dû apparaître là, non? Ah, je ne suis pas anesthésiste, mais il y a, c'est en gros tout ce qui est potentiellement, toutes les anesthésiants vasoconstricteurs sont à proscrire. Et donc, il faut faire vraiment très attention et refaire une revue. Là, je n'ai pas en tête toutes les drogues, mais ça, c'est plus les anesthésistes qui répondront lorsque vous aurez le cours chirurgie, reposer la question. Alors, dans le traitement, le KT, on l'a dit, c'est le gold standard pour, au moment du diagnostic, en tout cas, il faut impérativement un KT parce que, justement, une des classes thérapeutiques, qui sont les inhibiteurs calciques, eh bien, sont réservés aux patients qui ont été répondeurs lors des épreuves pharmacodynamiques au cathétérisme. Et ces patients-là, eh bien, on a créé une classe particulière dans le HTAP du groupe 1 parce que ces patients restent très souvent répondeurs longtemps. Les autres classes de traitement, le NO, ça, j'insiste pas, mais les grandes classes sont là, vous les avez eues. Le premier traitement, tous les traitements vasodilatateurs ont été adaptés grâce aux recherches de la fonction endothéliale et vous avez les 3 classes thérapeutiques. Aujourd'hui, on va aller de plus en plus vers des associations thérapeutiques. Tout ça, je vous l'avais eu. C'est juste pour vous dire qu'aujourd'hui, la majorité des patients ont d'emblée une bithérapie orale, même lorsqu'ils sont en classe fonctionnelle 1-2. Si vraiment c'est un diagnostic fortuit d'un patient qui n'a aucun symptôme, qui est en classe fonctionnelle 1, éventuellement, on va pouvoir commencer par une monothérapie, mais on va réévaluer absolument pour être sûr d'avoir une normalisation des pressions pour maintenir une bithérapie. Sinon, si on a sous monothérapie, les pressions restent identiques, on va aller d'emblée à la bithérapie orale. La bithérapie, c'est les inhibiteurs des phosphodiestérases et inhibiteurs et bloqueurs des récepteurs de l'endothéline. Donc, bithérapie orale pour presque tous les patients d'emblée. En revanche, quand le patient est en classe fonctionnelle 3 ou 4, on va aller d'emblée vers une trithérapie. Et la trithérapie, nous, notre protocole ici, c'est en général, on utilise les prostanoïdes sous-cutanés, très prostiniles. Donc, il faut savoir qu'aujourd'hui, tout le monde est d'accord pour dire que c'est une maladie suffisamment grave et suffisamment évolutive pour qu'on tape le plus fort possible, vite et fort. Donc, soit on est en classe fonctionnelle 2, ça va être bithérapie orale, mais on exige absolument d'avoir une amélioration clinique, hémodynamique pour rester en bithérapie. Si en revanche, les pressions pulmonaires ont tendance à augmenter ou si on a l'impression de ne pas être dans les paramètres au vert, eh bien, on va passer à une trithérapie. L'autre, en cas d'échec de traitement, bon, on vous a parlé du POTS, meilleure survie. Et voilà, notre objectif, c'est absolument de mettre toujours les patients dans le vert, c'est-à-dire aucun signe de défaillance droite, pas de progression des symptômes, pas de syncope, bonne croissance, classe fonctionnelle 1 ou 2, BNP normal ou très peu augmenté, les paramètres échos qui ne montrent pas de dilatation trop importante et de dysfonction ventriculaire ni d'épanchement péricardique, et en hémodynamique qu'il faut absolument réévaluer au moins entre 6 mois et 1 an du début du traitement. Il faut qu'on ait un index cardiaque supérieur à 3 et voir si on garde, pour les patients qui étaient répondeurs, vérifier que le caractère répondeur persiste. Sinon, on change de classe et on va vers les traitements plus agressifs. Tout cela, c'est de la recherche que vous avez eue. Je regarde s'il y a d'autres questions. Est-ce que vous avez d'autres questions puisque l'heure est passée? J'espère avoir éclairé et levé vos appréhensions et vos inquiétudes sur ce thème. Je vous écoute. Puis-je poser une question, s'il vous plaît? Bien sûr. C'est par rapport à la mesure de la tension, s'il vous plaît.
La On tension. peut revenir là-dessus. Oui, est-ce qu'on peut revenir là-dessus, s'il vous plaît? Des pressions, je veux dire. Comment mesurer à l'échographie, s'il vous plaît? Alors, ben là, à part vous faire… c'est sur l'IT et l'IP. Si vous faites de l'écho ou vous n'avez jamais fait Voilà. d'écho? Non, non, j'ai jamais fait d'écho, justement. Je voulais Ah, comprendre. c'est pour ça. Alors, si vous n'avez Ouais. jamais fait d'écho, c'est un petit peu délicat parce qu'il faut que vous plongiez un petit peu dans ce qu'est une insuffisance tricuspide et une insuffisance pulmonaire, parce que c'est à partir de ces données-là que vous allez pouvoir mesurer les pressions pulmonaires moyennes et systoliques. D'accord. Hein, je vous enverrai, j'ai un petit schéma, j'avais fait un cours un peu sur l'écho. Je fournirai un petit topo qui explique comment mesurer les pressions. Ce sera plus simple parce que… Merci, je vous remercie, madame. Je vous en prie. Et j'ai une question également. Oui. Alors, moi, je voulais vous ramener un peu au niveau de l'adaptation postnatale. Dans votre cours, vous avez parlé des récepteurs à l'endothéline de type A et B. Oui. Et surtout les récepteurs, je reviens sur les récepteurs de type B. Oui. Et dans votre cours, vous avez beaucoup insisté à ne pas utiliser surtout quand on a une HTAP persistante du nouveau-né, éviter d'utiliser voilà, les vasoconstricteurs qui Exactement. pourraient, vasodilatateurs, voilà. Je vais Exactement. essayer de revenir sur le… Voilà. Les récepteurs Voilà. ETB d'endothéline. Voilà. Voilà. Ici, sur les cellules musculaires lisses, il y a des récepteurs ETA, ETB. Ceux-là, ils sont purement vasoconstricteurs. En revanche, sur la cellule endothéliale, il y a des récepteurs ETB de l'endothéline. Et ces récepteurs ETB, eux, sont vasodilatateurs. Et ils jouent un rôle important dans l'adaptation postnatale, dans la vasodilatation qui survient après la naissance. Vous savez qu'à la naissance, les pressions pulmonaires sont élevées et elles vont baisser dans les premières semaines de vie. Et ces récepteurs ETB, on a vu qu'ils jouaient un rôle dans cette baisse postnatale des résistances vasculaires pulmonaires. C'est la raison pour laquelle, dans l'hypertension persistante du nouveau-né, qui n'est qu'un retard de maturation, il vaut mieux éviter d'utiliser du bosentan, parce que le bosentan, ça bloque et les ETA et les ETB. Mais maintenant, il y a des récepteurs, des antagonistes spécifiques des récepteurs ETA, et ceux-là, ils peuvent être utilisés. D'accord. Merci. Je vous en prie. Je pense qu'il va falloir que vous passiez à la session suivante maintenant. Le professeur Bonnet doit sûrement être en